faite par le gouvernement ne sera pas tenue, qu'il faudra donc soit baisser des dépenses, soit trouver de nouvelles recettes en levant de nouveaux impôts. Nous avons des signaux négatifs qui nous viennent d'Asie avec le recul des marchés aujourd'hui. Il y a les leaders européens qui n'en finissent plus de se tâter pour savoir si la Grèce fera défaut ou pas, si elle remboursera ou pas, si les peuples d'Europe veulent plus d'Europe ou pas. Et puis l'inflation qui touche les 3% à la fin du mois de septembre. Et puis cet incroyable trimestre boursier que nous avons vécu avec des degrés de volatilité jamais connus et qui d'ailleurs sont de plus en plus difficiles à expliquer. Et puis, comme en fin de semaine dernière, c'est une semaine politique forte en France, la dernière avant la primaire PS, donc on fera à nouveau du j'aime pas sur les principales idées économiques défendues par les 6 candidats à la primaire citoyenne, il faut dire. Avec nous, Olivier Berruyer, bonjour. Bonjour. Il est actuaire, il est spécialiste des statistiques, des probabilités, de l'impact. Les actuaires, c'est la probabilité. Je le rappelle chaque fois parce que j'ai regardé la définition pour me souvenir de ce qu'était ce métier. C'est donc la statistique, la probabilité de l'impact financier du risque pour les assurances. En tout cas, vous êtes auteur de Stop, tirons les leçons de la crise, ce n'est pas fini. La preuve par les chiffres, c'est aux éditions Yves Michel. Philippe Lenchener, bonjour. Bonjour. Il est fondateur de l'agence Value. Vous comprenez les marchés, Philippe, en ce moment? Je trouve ça obscène. Obscène, c'est-à-dire? Ouais, ce que je trouve obscène, c'est que les marchés ne se contrôlent pas, soient pas contrôlables, mais surtout que les gens qui sont à l'intérieur du système vous avouent qu'ils ne peuvent pas les contrôler. Et surtout qu'ils ne les comprennent plus. Voilà, et qu'ils ne les comprennent pas. Et je trouve que à un moment donné, il faut cesser d'être économiste sur un sujet comme ça. Il faut prendre du recul et être sociologue et se dire que l'époque que l'histoire jugera bizarrement une époque où on s'avoue incapable de contrôler les flux migratoires, on s'avoue incapable de contrôler le réchauffement climatique, on s'avoue incapable de contrôler l'économie. Pour la petite histoire, on est de la même façon incapable de contrôler Marc Lièvremont et son équipe, tout comme on était incapable de contrôler Nice Nile Bus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est à un bout de cycle où la société a fabriqué et généré des outils qui sont indépendants les uns des autres et où personne n'a de capacité à maîtriser, contrôler et agir. Et ça s'appelle Rome en 420, quoi. Ça s'appelle Rome en 420. Donc, moi, alors, je suis navré parce que là, brusquement, on mélange tout. Mais en 2012, en mai 2012, qu'un candidat de gauche ou qu'un candidat de droite gagne, mais que ce soit un candidat qui est de l'école de la maîtrise et de la reprise du pouvoir et de la reprise d'une souveraineté et qu'on arrête d'avoir des hydres qui se baladent à multitêtes et qui sont incontrôlables. Pour moi, c'est l'élément fondamental du moment. Henri Pijat, bonjour. Bonjour. Il est fondateur de la lettre Ilissos, ancien patron de l'AFP. Olivier Berruyer, le bilan du trimestre. J'ai parlé de la France qui cale, j'ai parlé de l'Asie qui inquiète, j'ai parlé des leaders européens qu'on attend, j'ai parlé de la bourse qui pète un câble, de l'inflation qui fait timidement son retour. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Je retiens de ça les prémices de la dépression qui se poursuit. Je veux dire, on essaie de nous faire croire... Vous mettez dépression? Je mets dépression. C'est un mot fort, dépression. C'est un mot très fort, mais c'est bien la situation. Genre, depuis 2008, il n'y a jamais eu de reprise. La seule reprise qu'on a vue, ça a été une reprise financée à crédit par des milliers de milliards de fonds publics qui sont allés grever les dettes publiques. Ça s'appelle TARP, ça s'appelle la relance, oui, d'accord. Tout à fait, mais enfin, sans ces sommes-là qu'on a dépensées sans les avoir et a priori qu'on ne souhaite pas rembourser, il n'y aurait jamais eu la moindre reprise. Donc, comme on arrive au terme de ces plans de pseudo-relance, enfin qui relancent rien, qui sont essentiellement en train de brûler de l'argent dont on ne dispose pas, réapparaît la triste vérité, c'est que, en effet, il n'y a plus de croissance et on a une dépression souterraine qui est en train de réapparaître. Bon. Henri Pijat, même question. Est-ce que vous achetez le scénario dépression qu'on pourrait appeler scénario Rome? Vous choisissez vos termes, mais oui, je ne qualifierais pas, mais ce qui me paraît clair, c'est que nous sommes dans une situation, en effet, je suis d'accord avec Philippe Lenchener, une situation sans gouvernance, dans laquelle on peut voir une certaine logique, n'est-ce pas? Si je lis les deux observations qu'on vient d'entendre, nous n'avons pas fait, il y a 3 ans, le diagnostic juste. On a considéré qu'il y avait un problème de liquidité, donc on était en période de déluge, on a fait des plans d'irrigation, comme disait Rueff, vous savez, l'économiste célèbre. En second lieu, on n'a pas tenu compte d'un phénomène qui est la mondialisation. La mondialisation, on en parle tous les jours, mais on ne tient pas compte de ses conséquences pratiques, dont les deux principales sont la chute des États. Or, toutes les régulations étaient nationales. De gré ou de force, c'est pas un choix personnel, mais c'est comme ça. Et bien entendu, on est très loin d'avoir
pu commencer à mettre en place les prémices d'une régulation mondiale, malgré tous les G20 et tous les petits trucs que l'on fait. On en parle, c'est très bien, mais on a fait 1 centimètre du chemin sur lequel il faut des kilomètres. Et ceci se greffe sur un effondrement général qui maintenant est au bas du système monétaire international. Quels sont les systèmes de régulation dans une société ouverte? Vous avez un certain nombre de règles, un certain nombre de normes et un certain nombre d'autorités de surveillance et d'arbitrage. Et puis vous avez par ailleurs la base qui est le système monétaire, c'est-à-dire la référence par rapport à un certain nombre d'unités. Or, nous sommes depuis 1971 dans un système de change flottant qui était à peu près gouverné par l'Amérique selon ses intérêts, mais après tout, le monde entier y trouvait son compte, donc ça n'était pas si mal. Et nous sommes passés maintenant, aujourd'hui, dans un système dans lequel il n'y a plus de société de centre dominant, puisque l'Amérique, tout en restant, les États-Unis, j'entends, tout en restant la première puissance, n'ont plus le pouvoir absolu. Il y a la Chine, et face à cela, il y a l'euro qui se cherche désespérément, et qui est au keynésianisme, parce que on rend idiot Keynes, on le fait passer pour un imbécile, ce qui était loin d'être le cas, mais l'interprétation qu'on a fait de Keynes et qu'on continue à en faire est absolument absurde. Keynes avait un sens dans une situation de reprise pour remettre du carburant en quelque sorte. Keynes, les solutions de Keynes en système permanent sont une aberration. Alors voilà, on en est là. La bagarre européenne, si on essaie de reclasser, la bagarre européenne, c'est de savoir laquelle de ces deux politiques va gagner en Europe. C'est beaucoup plus ça que de savoir si c'est Mme Merkel qui va commander ou M. Sarkozy qui va commander. Ça, c'est le point de résultat, c'est le point de fond. Et puis, sur le reste, est-ce que l'on va arriver à un minimum d'entente entre les grandes puissances économiques du monde? Et il y en a 3, quoi qu'on dise. Il y a bien les États-Unis, la Chine et les gens qui les suivent, et l'Europe peut-être. On en est là. C'est cela qui explique le court terme et qui fait qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passe et que les marchés sont fous, accessoirement. Olivier Berruyer, là-dessus, et puis sur le sentiment européen, et puis les buveurs de bière versus les buveurs de vin. Je partage sur cette incapacité, en effet, à tirer, pour le moins, les leçons des échecs passés. Ceci étant, vous disiez qu'il y avait un problème de diagnostic. Pas partout. Moi, j'incite tout le monde à relire le discours de Nicolas Sarkozy de Toulon d'octobre 2008. Vous avez une sacrée analyse et vous avez. Bon, le problème, c'est qu'il n'y a pas eu une seule action concrète pour lutter contre la finance et pour lutter, enfin, en tout cas, contre le financiarisme. En tout cas, pour remettre des règles et pour remettre un pouvoir politique qui, au bout d'un moment, reprend les rênes et essaye de gouverner vraiment dans l'intérêt général. Au niveau des, je rebondis sur quelques points. Vous parliez de l'Allemagne. Enfin, le modèle allemand, que je sache, il a 2000 milliards d'euros de dette aujourd'hui. Enfin, moi, je suis fasciné d'entendre partout l'Allemagne comme le modèle, enfin, comme si l'Allemagne avait des excédents depuis très longtemps, qu'elle n'avait pas de problèmes financiers. Elle a les mêmes problèmes financiers que nous. Elle ramène son déficit à 1,5% à la fin de cette année et a priori à 3%, enfin, à quasi zéro fin 2014. Je suis d'accord. Oui, balance commerciale. Elle est sur une trajectoire intéressante par rapport à nous. En tout cas, sa dette, le niveau de dette, il est à peu près équivalent au nôtre. Sur les 20 dernières années, 17 fois sur 20, elle a eu une croissance inférieure à la nôtre. Aujourd'hui, elle arrive à rééquilibrer un peu ses finances publiques parce que les gouvernements que vous citez tout à l'heure, pour moi, n'ont absolument pas agi dans l'intérêt général. Ils ont agi dans quelques intérêts particuliers. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Allemands? Les Allemands, ils ont en gros bloqué les salaires. Quand vous regardez, que vous comparez l'Allemagne... Ça, c'est Schröder et les lois Hartz. Oui, mais quand vous comparez l'Allemagne, non pas juste à la France, parce que sinon vous allez voir qu'il y a une différence entre les deux pays, mais à toute l'Europe, l'Allemagne est un cas unique. Le gouvernement allemand a en gros décidé d'exploiter sa population et d'exploiter ses voisins. C'est un pays mercantile, il n'y a aucun problème. Oui, mais ça, c'est je dirais, la concurrence, c'est quelque chose de très important qu'il faut, à mon sens, stimuler. Mais il y a un point de concurrence qu'il faut combattre, c'est l'ajustement par les salaires. Si on se met à bloquer les salaires, à réduire les salaires, ça c'est la négation même. Enfin, en tout cas, c'est un poison pour le capitalisme que tous les capitalistes ont compris. Il y a qu'à remonter à Henry Ford qui n'était pas comme trotskiste. Lui, il a doublé les salaires. Il a bien compris que si dans le capitalisme, vous n'avez pas de quoi alimenter la consommation, le modèle s'écroule. Alors l'Allemagne a une politique, enfin moi je qualifie de parasitaire, très clairement. Elle a décidé de bloquer ses salaires. Effectivement, pour le moment, ça marche. Elle arrive à être excédentaire. Ça ne marche que pour une seule raison, c'est qu'on n'a pas fait la même chose. C'est-à-dire, si nous aussi on avait fait comme elle, on aurait bloqué notre croissance. Et ces belles exportations, l'Allemagne ne les aurait pas aujourd'hui parce qu'en effet, on serait devenu entre guillemets plus compétitif et ce serait une misère rampante dans les deux pays. Et vous pression les deux pays en faisant ça. Et l'Allemagne aujourd'hui est protégée par l'euro, puisqu'évidemment elle fait cette politique alors qu'on a la même monnaie. Ce serait pas très gênant si on avait un franc et un mark. Et qu'est-ce qui se passerait? Le mark actuellement serait à 1 franc 30.
Et naturellement, comme le montrait Rueff, que vous citiez tout à l'heure, vous auriez un rééquilibre des balances commerciales. Aujourd'hui, on a fait une monnaie unique, sans règles. Alors forcément, c'est la prime à celui qui va être le plus sévère avec sa population, qui va jouer à fond le registre de la compétitivité, mais la compétitivité salariale est quelque chose de très dangereux dans le modèle capitaliste. Et aujourd'hui, on voit en effet que ça crée des tensions très fortes entre pays. Parce que la logique de ça, c'est d'aller peut-être plus loin, mais d'avoir un budget et que l'Allemagne redonne l'argent. Est-ce qu'elle a envie de le faire? Non, et ça se comprend qu'elle n'a pas envie de le faire. Donc on voit ici, c'est quand même une des Philippe Lenchenet. Justement, avec la politique, avec les propositions du PS, il y aura le 5 octobre sur BFM TV, eh bien, le dernier des grands débats entre les 6 avant la primaire citoyenne. Il ne faut pas dire PS parce qu'il y en a un qui n'est pas PS dans le lot. Alors, comme toujours, il y a toutes les idées économiques, notamment celle d'imposer des représentants de l'État dans les banques, Olivier Berruyer, avec un droit de veto. Arnaud Montebourg ne dit pas s'il entre au capital, mais il mettrait des représentants de l'État pour avoir un droit de veto sur les décisions qui sont prises par les banques aujourd'hui. Ça vous paraît crédible? C'est ce qu'il faut faire? Vous croyez? En tout cas, je pense qu'il est intéressant d'émettre des propositions et qu'on en discute, parce que le débat actuel qui se résume souvent où il n'y a pas d'alternative, surtout changer rien, ça marcherait bien. Moi, je trouve ça extrêmement inquiétant. Je pense qu'il faut qu'on ait une vraie réflexion sur les banques. Moi, j'ai tendance à penser qu'une banque, c'est pas une entreprise comme une autre. Donc, lui, il dit d'autorité. Hein. Il y va franchement, Montebourg. D'autorité, je suis chef de l'État. Et... Mais comme malheureusement le système bancaire est sans doute promis à quelques soubresauts sévères dans les mois et trimestres à venir, ces questions-là vont forcément faire l'objet de débats intéressants. Est-ce que les banques, il faudrait pas, je sais pas, réfléchir à une forme peut-être de socialisation, ce n'est pas de nationalisation, mais en tout cas de socialisation. Je veux dire, est-ce qu'on peut considérer que c'est des actionnaires privés qui décident de comment marche le système bancaire, qui est vraiment le poumon? C'est le cœur, c'est lui qui envoie le sang dans l'économie, qui envoie l'argent dont ont besoin tous les entrepreneurs, tous ceux qui bougent pour faire marcher le pays. Est-ce que ça doit rester sans modification? Moi, j'en suis pas persuadé. Débattons-en en tout cas. Philippe Lenchenet, non, mais d'accord. La socialisation du secteur bancaire sans aller jusqu'à la nationalisation. Non, la raison pour laquelle je trouve ça intelligent est la suivante. Cette idée-là d'imposer d'autorité. Hein. Oui. La raison pour laquelle je trouve ça intelligent est la raison suivante. Elle est très simple. L'État est assureur en dernier ressort des faillites bancaires. C'est l'aléa morale. Voilà. Ça veut donc dire que si ça tombe, l'État rembourse à concurrence de 100 000 euros vos comment dit-on, zut, je trouve le mot. Les comptes de dépôt. Voilà, les comptes de dépôt. 100 000 euros. Donc, quand vous avez une telle responsabilité, vous pouvez pas laisser le volant à quelqu'un sans le contrôler. Je ne comprends même pas de vous à moi que cette idée puisse faire débat. Ah oui. Et pourtant, en théorie, c'est aujourd'hui un acteur privé. L'État est assureur en dernier recours au cas où il y a une faillite bancaire. Mais on voit bien aujourd'hui qu'on est dans un principe généralisé d'imprudence qui, pour moi, caractérise le financier. Principe généralisé d'imprudence. Oui, c'est le principe d'imprudence. Le principe de précaution. Oui, il y a le principe de prudence en comptabilité. Là, depuis 20 ans, on est dans le principe d'imprudence. C'est-à-dire, dès qu'il y a un risque à prendre, on le prend et puis on se dit, on verra après ce que ça donne. Et moi, je milite fortement. Dans mon livre, j'ai 60 propositions qui sont vraiment uniquement des pistes de débat et de réflexion. Mais pour moi, je considère que la sécurité financière devrait être au même niveau que la sécurité nucléaire. Les conséquences ne sont pas très différentes entre les deux. On risque des écroulements de société et on ne prend aucune mesure de sécurité. Ce dont on parle en ce moment, par exemple, cette séparation des activités de banque de dépôt et de banque d'investissement. C'est exactement ce qui a été fait après la guerre, quand les gens ont tiré les leçons de la crise de 29. Il n'y a pas eu 50 leçons. Il faut pas que la finance prenne trop de poids. Il faut pas que les banques soient trop grosses. Il faut pas que les banques fassent n'importe quoi. Keynes a dit que le plus gros acquis de Bretton Woods, c'était la possibilité de limiter la libre circulation des capitaux. On a fait ça pendant 30 ans, comme vous le signalez. Il y a eu les 30 glorieuses, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu une seule crise. Depuis les années 80, il y a une idéologie, mais qui pour moi, en tout cas, est extrêmement mortifère. Et on a supprimé toutes ces mesures de prudence. Et évidemment, comme tout système financier non régulé fait faillite, on est en train d'assister à la faillite du système bancaire. Non, mais c'est malheureux. Et on va revenir exactement à prendre les mêmes mesures qui ont été prises en 1944, par exemple par le général de Gaulle, quand il a vraiment segmenter les activités du secteur bancaire, parce que c'est en effet, comme vous le signalez, non seulement ce qui est prudent, non seulement ce qui est de bon sens, et ce qui correspond à l'intérêt général. Et pourtant, en 1944, les technologies n'étaient pas celles que nous avons aujourd'hui, qui rendent encore plus incontrôlable le truc, on voit bien sur les marchés. Bien sûr. Ce sera le mot de la fin, Henri Pijat. On aura parlé des banques, il y a plein d'autres sujets, mais bon, on aura l'occasion d'y revenir. Sans souscrire forcément à la proposition de M. Montebourg, je crois qu'il pose une vraie question, et je voudrais ajouter un argument à ce qui a été dit, c'est que on n'a jamais vu un système ayant une certaine puissance se réformer par lui-même. Rappelez-vous le premier discours de M. Obama à l'automne 2008. Les propositions qu'il faisait sur l'évolution de la régulation bancaire étaient tout à fait pleines de bon sens.
application voisine de zéro. C'est comme Toulon. Ce qui prouve bien que les banques, pour des raisons logiques d'ailleurs, après tout, le rôle d'un patron de banque, c'est de chercher le gain maximum, et je ne critique pas. Donc, si j'osais une proposition absolue, je dirais il faudrait que les banques soient nationalisées pendant 3 ans, je dis bien pendant 3 ans, le temps de faire, partout dans le monde, le temps de faire les réformes nécessaires. Le problème, c'est quand on nationalise, je sais pas bien comment on en sort, c'est une autre question. Mais il n'y aura pas de réforme des banques sans cela. Et donc, je crois que la question de Montebourg est une vraie question, même si je suis loin d'approuver sa solution. Il va falloir voter Henri Pijat quand même, ça devient urgent. On va essayer de lui trouver 500 signatures et puis on votera pour lui après. Il est 9h56.